Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Parfait. Ok, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau webinaire Audace. Nous allons traiter aujourd'hui un sujet fondamental pour la qualité de la transmission des informations en pédagogie, qui est cette notion de quelle est cette notion, comment l'utiliser et dans quel domaine on va pouvoir l'optimiser. Alors, qualité du son mauvaise. As-tu un micro? Ils disent qualité du son mauvaise. Un petit réglage de son qui semble ne pas être au niveau pour certains. Voilà. Est-ce que c'est un peu mieux pour tous? Voilà, allez, on y va. Alors, cette notion de beau, le beau est communément défini comme une caractéristique de quelque chose qui, au travers d'une expérience sensorielle ou intellectuelle, procure une sensation de plaisir ou tout simplement un sentiment de satisfaction. En ce sens, le beau provient, par exemple, de manifestations telles que une forme, un aspect visuel, un mouvement, un son. Il faut générer un plaisir esthétique dans une production de formation, puisque cette production esthétique va permettre cette captation et cette mobilisation des expériences sensorielles de l'apprenant. Ce sentiment est à la fois le moteur extraordinaire qui nous motive tous au quotidien et nous oriente dans nos choix personnels et professionnels. Plus nous réalisons esthétiquement, plus nous nous réalisons esthétiquement dans notre environnement, plus nous éprouvons du plaisir, même pour réaliser finalement des tâches qui peuvent être ingrates. Et parfois, la formation peut être une tâche ingrate si le sujet n'est pas un sujet qui nous motivait à l'origine de la formation. Et donc, il va falloir mettre en route tous ces ressorts qui vont permettre effectivement d'aller vers le beau et d'aller vers cette motivation et cette captation de l'attention de l'apprenant. Non, tout va bien. C'était la diapo juste avant, s'il te plaît, Nathalie. Alors, en prologue du séminaire, je voulais faire juste un point sur rappeler ce qu'est le beau et le fait qu'il soit une affaire de perception. Que le cerveau joue un rôle fondamental pour capter, analyser et synthétiser les informations qui arrivent jusqu'à lui. Le cerveau est alors impliqué dans le traitement de ses émotions, et ces émotions ne sont pas juste des petites réactions passagères, mais des éléments vraiment profonds qui vont être des éléments clés qui vont influencer notre capacité à la perception, à la mémorisation et au tri des informations. La gestion des émotions à ce niveau est donc cruciale et elle intervient dans la perception et l'expression des états émotionnels comme la joie, la colère, la peur, le plaisir et la tristesse. Dans l'ensemble de ces sentiments, de ces émotions, on peut tirer quelque chose de beau.
Et cette beauté va permettre de fixer la capacité à transmettre, la capacité de l'outil à transmettre des messages pédagogiques. Naturellement, tout ça va mobiliser l'ensemble des sens, la vue, l'odeur, la gestion également des animations qui vont donner de la profondeur. On pourrait presque parler du toucher, puisque on va demander à la personne d'animer l'écran, et il va l'animer soit par un glissé avec son doigt sur une tablette, soit avec une souris sur l'ordinateur. Mais il va y avoir en fait, on va motiver en fait un transfert qui va être lié effectivement à cet engagement et à cette avancée dans la progression du module réalisé par lui-même. Victor Hugo disait: les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Dans cette phrase, on comprend tout à fait que avec quelques mots, on arrive à trouver une certaine harmonie. Et cette harmonie, c'est ce qui va générer le beau. Le beau, dans la qualité rédactionnelle, passe également, effectivement, par les mots. Ces mots vont être d'une importance fondamentale quand il s'agit de transmettre un message clé, quand il s'agit de développer une idée, et surtout quand il s'agit d'obtenir, tout au moins de convaincre en fait l'interlocuteur que ce qu'il est en train de lire est valide, licite et peut engager en fait sa motivation à réaliser les actions qui vont être demandées par cette phrase. Certaines notions doivent se lire et d'autres s'entendre. On retient beaucoup mieux un audio qu'un texte lu par soi-même. Et donc, il faut aussi jongler avec les mots, à la fois à l'oral, au travers des voix off, et à la fois à l'écrit, ce qu'on va lire. De manière générale, en communication, on dit toujours qu'il faut éviter d'écrire ce qu'on lit et inversement, de développer effectivement par l'écrit ce qui n'est pas entendu. Les deux textes, en fait, jouant ensemble, s'additionnant, mais en fait, se multipliant en termes d'effet, puisqu'en fait, chacun prend un rôle dans la mécanique de présentation du texte. Alors, avant d'aborder les mots eux-mêmes, il est important de rappeler quelques notions d'architecture du contenu. Et je vous propose une théorie, qui est une théorie, une vieille théorie, hein, qui est une théorie de Miller, la théorie du chunking, qui date de 1956, mais qui est encore tout à fait valable aujourd'hui, et on l'utilise au quotidien. Le chunking, en fait, pour dire tronçon en fait en français, ça éclairera un petit peu ceux qui ont un peu du mal avec les abréviations anglaises. C'est une technique qui permet en fait de s'assurer de l'assimilation des notions par un apprenant. Ça va porter une importance sur la structure logique et la clarté de l'énoncé, également sur la réduction de la charge cognitive, grâce en fait à une rédaction plus efficace et qui va être regroupée en petits blocs, en petits tronçons. Il est donc important, quand on veut faire du chunking, d'avoir une vision globale de l'information et des messages pédagogiques à faire passer, de les segmenter en petites structures de manière à favoriser la transmission de l'information et sa mémorisation. Plus l'information est tronçonnée, plus l'information sera retenue avec un rythme que l'on peut donner entre une notion, un exercice, un test, une notion, un exercice, un test. Ce renouvellement, en fait, à chaque fois de ces petits blocs permet vraiment de fixer la mémorisation sur les choses les plus importantes, sur les messages pédagogiques les plus fondamentaux. Comment optimiser sa rédaction? Et donc, l'importance de la structure logique qui sera écrite et décrite sur l'écran. Eh bien, il faut penser profondeur. Un écran multimédia n'est pas un contenu PowerPoint
ou un écran texte, il a une véritable profondeur. Un écran peut durer 10 minutes. Si en fait les éléments qu'il compose s'affichent au fur et à mesure d'une logique scénaristique, j'affiche un premier texte, je développe, j'affiche des visuels, les visuels disparaissent pour m'afficher un second message clé, puis un troisième, puis j'arrive sur une activité, tout ça dans le même écran. Et donc, il faut vraiment imaginer non seulement une profondeur, on va dire, horizontale sur un module e-learning, avec différents écrans qui vont segmenter le module, mais aussi donc également en profondeur verticale, avec effectivement un déroulé qui peut être modulé et qu'on va imaginer pour permettre de capter l'attention de l'apprenant. Selon Meyer, et une théorie, c'est sa théorie de l'apprentissage multimédia, une rédaction claire et structurée améliore significativement l'apprentissage en réduisant la charge cognitive. Cette notion de charge cognitive est fondamentale en pédagogie. Un être humain ordinaire, je ne parle pas d'un jeune lycéen dont le métier est d'apprendre et qui fait ça toute la journée, je vais parler plutôt d'un professionnel qui suit en fait quelques formations par an, des fois une formation seulement par an. Eh bien, ce professionnel-là, on ne peut pas lui donner un module avec 15 notions, avec 10 choses à retenir et à mémoriser. Ça n'est pas possible. En fait, le cerveau humain ne retient que quelques notions à la filée. Il va éliminer celles qu'il trouve les moins intéressantes et les moins captivantes. Cette notion de motivation, de beau, hein, c'est comment effectivement j'arrive à capter ces éléments-là et mettre du beau dessus pour que l'apprenant le retienne. Mais cette charge cognitive, elle ne doit jamais dépasser 3 grandes notions dans un module et rarement dépasser des segments, des tronçons que j'ai décrits tout à l'heure, tronçons qui ne doivent jamais dépasser 6-7 minutes. Pourquoi? Parce que effectivement, ce sont en fait les capacités d'un cerveau ordinaire à la fois retenir et à rester captivé, à rester en ordre avec un module. Il faut donc privilégier à chaque fois de créer un ordre d'apparition, une vraie hiérarchie de l'information. Ne mettons pas plein de messages qui ne servent pas à la mémorisation de l'apprenant. Évitons cela. Le e-learning ne fonctionne pas sur la transmission d'un grand volume d'informations. Il faut vraiment se concentrer sur quels sont les messages clés, qu'est-ce qu'il doit avoir retenu à la fin de la formation, c'est ça qui compte. Et en lui conférant ce volume et une parure plus ou moins développée pour orienter ce qu'il faut retenir, l'animation permet aussi de pousser les concepts et d'animer en fait le texte, le discours, en proposant des clés de lisibilité, des clés de compréhension qui, avec un texte simple, ne passerait pas. Donc, un texte peut être segmenté et on va lui apporter une apparence visuelle, une apparence esthétique qui va permettre d'améliorer en fait la transmission de l'information. Ici, dans cet exemple, à partir d'un petit texte qui se trouve, l'exemple se trouve en haut, hein, la Terre, troisième planète du système solaire, est unique car elle abrite une incroyable diversité de vie, etc., etc. Vous voyez qu'ici, nous avons chunké, hein, donc on a segmenté, on a tronçonné l'information. Pour chaque information, on lui a greffé un visuel qui conceptuellement va favoriser la compréhension par l'apprenant en permettant au cerveau d'être relativement reposé. C'est-à-dire qu'il n'a pas, lui, à imaginer les choses, on lui propose l'image, cette image est qualifiée, il y a un aspect dénotatif certain, on va trouver des éléments qui expliquent le petit bout de texte, mais il y a aussi tout un aspect connotatif que vous pouvez observer, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs, des images, un style visuel, et à chaque fois qu'on connote l'image,
En fait, ça permet à l'apprenant de visualiser l'idée dans son environnement, dans son concept. Et donc, c'est quelque chose qui est véritablement fondamental. Le chunking, on va le retrouver, par exemple, dans les exercices de mémorisation. Si je vous dis le numéro de téléphone de Audace, le standard, c'est 03 21 13 56 00. J'ai déjà chunké un petit peu. J'ai regroupé 2 par 2 les chiffres, mais je pense que vous n'avez pas retenu le numéro. Par contre, si je vous dis le numéro de téléphone, c'est 321 135 600, eh bien, on a fait un pas vers la facilitation de la mémorisation. Parce que ces tronçons-là sont beaucoup plus faciles à retenir, il y en a moins, et donc le cerveau va plus facilement les mémoriser. Au-delà de 3 informations de suite, c'est illusoire de penser qu'un apprenant ordinaire retienne l'information. Et c'est pour ça on demande toujours à la personne de répéter quand on donne un numéro de téléphone, parce qu'on est encore bloqué sur le deuxième ou le troisième chiffre alors que la personne est sur le dernier, ça ne fonctionnera pas. Il faut donc chunker l'information. Dans ces principes de la beauté au niveau du texte, on peut également apporter des améliorations qui vont être notamment stylistiques. Par exemple, on voit trop de modules avec que de la description. On a des textes descriptifs de l'information et puis il n'y a aucun enrichissement. C'est extrêmement inefficace et lassant de lire ce type de texte. Alors parfois, l'audio vient lire le texte pour soi, quand en fait justement c'est mal fait, mais en fait ça ne participera pas à une meilleure mémorisation. Ce qui va participer à une meilleure mémorisation, c'est de transformer le texte, de lui donner un style. Premier choix, c'est le style rédactionnel pur. C'est-à-dire que je peux tout à fait, avec un même texte, le proposer avec un style narratif, je peux le proposer avec un style expositif, argumentatif, analytique, je peux lui mettre un peu de poésie sur certains sujets, je peux avoir un ton journalistique, je peux également avoir un ton totalement technique ou voire littéraire avec des phrases extrêmement bien, des phrases sophistiquées. L'ensemble de ces styles permettent effectivement d'améliorer la relation du texte à l'apprenant. Et si je vous donne des exemples, par exemple, ici, vous voyez ce même texte que celui de tout à l'heure, eh bien, dans un premier temps, je peux l'écrire avec un ton qui va plutôt être celui de l'édito, avec quelque chose qui est relativement descriptif, mais qui est plutôt sur un ton un peu poétique. Je peux le décrire de la même manière, mais là, je vais le transformer en un interview. Je vais interviewer, pourquoi pas la Terre elle-même, et donc, question, réponse. Et là, tout d'un coup, il se passe quelque chose dans mon texte. C'est-à-dire que de cet aspect purement descriptif, je passe à quelque chose où il y a des temps, il y a un rythme, il y a des rebonds. Et j'ai la possibilité aussi de transmettre un certain nombre de messages, ou dans la question, ou dans la réponse. Le troisième style qui est proposé ici, c'est plutôt de travailler sur quelque chose qui va être un peu ironique, un peu rigolo, et tout le texte a été écrit de manière à plutôt être assez surprenant pour le lecteur, et donc par cette surprise de style, effectivement, eh ben, il va mieux retenir l'ensemble des messages qui sont présentés. Deuxième possibilité, c'est de ne pas utiliser forcément un style générique de texte, mais plutôt revenir sur quelque chose que nous avons tous appris à l'école et qu'on a malheureusement tous oublié, alors qu'effectivement, dans la vie de tous les jours, quand on veut être efficace en communication et en pédagogie, eh bien, c'est fondamental. Eh bien, par exemple, on peut utiliser des formules de style, et cette rhétorique va permettre d'améliorer la transmission des messages. Par exemple,
je vais dire une anaphore. Alors, le terme peut paraître aujourd'hui un peu désuet, mais en fin de compte, on l'utilise de manière régulière. Hein. Et pourquoi pas, par exemple, l'anaphore, c'est nous ne devons pas abandonner, nous ne devons pas céder, nous devons persévérer. En fait, c'est la répétition d'un mot ou d'une expression en début de phrase et qui permet de donner une sur-insistance à ce mot, et ce mot sera, dans tous les cas, mémorisé par l'apprenant parce que la formule est assez nouvelle dans l'oreille de l'apprenant. On peut effectivement réaliser un chiasme, comme par exemple, ce n'est pas l'argent qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'argent. C'est-à-dire qu'on va retourner la phrase et cette manière de faire va permettre une rhétorique qui va être plus percutante sur l'apprenant. On peut naturellement utiliser des métaphores, vous connaissez tous ce principe, mais ce principe appliqué en pédagogie est excellent. Quand un concept est compliqué à comprendre, les métaphores peuvent aider à le rendre plus accessible. Si je parle de serveurs et de complexité d'un système réseau avec de la cybersécurité, eh bien, utiliser des grappes de raisin pour expliquer comment ça fonctionne, ça peut permettre effectivement de vulgariser un peu l'information et sur des personnes qui ne sont pas des grands spécialistes, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite et d'obtenir un taux de rétention de l'information nettement meilleur, puisque le fait de parler des grappes de raisin, ça va les intéresser. Alors, les serveurs, ça ne les intéressait pas forcément. Ça peut être également des choses comme l'antithèse. Pardon, excusez-moi. La liberté est précieuse, mais la sécurité ne doit pas être sacrifiée. Vous voyez, en fait, ces formules-là sont utilisées souvent à l'oral, en pédagogie, parce qu'elles sont vraiment percutantes. Ça peut être l'ironie, ça peut être le contraste, etc., etc. Moi, j'invite vraiment les rédacteurs à se remettre un peu en cause quand ils écrivent leur contenu, et puis utiliser toutes ces techniques qui sont là à notre disposition, qui sont dans la langue française et qui permettent vraiment d'obtenir d'excellents résultats en matière de mémorisation. Une autre technique pour obtenir de l'émotion en structurant son texte, c'est d'utiliser la technique du storytelling. Hein. Le storytelling, c'est raconter des histoires. Brunner, en 1990, qui est un scientifique, souligne l'importance des récits dans l'apprentissage. Les histoires stimulent les émotions, ce qui augmente l'engagement et la rétention de l'information. Le storytelling, en s'adressant directement au cerveau limbique, crée une connexion émotionnelle très forte. Selon Damasio, un autre chercheur, les émotions jouent un rôle crucial dans la prise de décision et la mémorisation. Donc, un bon récit transforme une leçon qui peut être pas forcément très motivante en une vraie expérience captivante et améliore du coup l'engagement de l'apprenant et sa mémorisation. Deuxième grand chapitre dans cette notion de beau, après le texte, naturellement, l'image. L'esthétique de l'image dans un média qui est dans un contenu qui est multimédia. On entend bien naturellement multimédia, et ça veut dire que l'ensemble des médias qui doivent être motivés pour favoriser l'apprentissage sont mobilisés, et un design esthétique qui va permettre d'organiser, de réduire la charge cognitive, d'organiser l'information, de simplifier la compréhension. On l'a vu tout à l'heure, une image permet de simplifier la compréhension d'un texte. Les deux ensemble veulent dire quelque chose d'autre que les deux séparés. Il faut toujours avoir cette notion en tête. Et tout ça va compléter effectivement l'impact émotionnel du contenu. L'ergonomie également est un élément important. L'ergonomie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'UI, hein, pour User Interface, et l'UX, qui va permettre, elle, de travailler sur l'expérience de l'apprenant au cours de la réalisation de son module. Ces éléments sont vraiment fondamentaux, car qui dit un bon design ergonomique dit une facilité d'utilisation
On ne doit jamais perdre son temps en formation digital learning à comprendre comment l'interface fonctionne, où je clique pour obtenir quelle information. Ça n'est pas l'objet. L'objet, c'est l'objet de l'apprentissage qu'on est venu chercher dans ce module. Et donc, l'ergonomie doit être totalement simplifiée. Elle doit être aussi accessible. Alors, accessible au sens de confortable pour tous, de favoriser cette expérience d'apprentissage. Accessible également pour les personnes handicapées. N'oubliez pas que un module e-learning peut également être, quand il est diffusé sur des réseaux d'entreprises, est également comme un site internet, doit répondre à un certain nombre de critères, qui sont des critères de lisibilité, de duplication du contenu pour certains types de handicap, de qualité audio, de description des visuels qui permettent à une personne malvoyante de tout de même profiter des images qui sont proposées parce qu'elles sont décrites. Voilà, tous ces éléments-là, n'oubliez pas qu'au même titre qu'un site, doivent être pris en charge par un module e-learning moderne. En termes de design, on va utiliser un certain nombre de conventions. Moi, je suis partisan de ne pas révolutionner les éléments ergonomiques qui sont universels et compris et utilisés par tous. Un bouton suivant qui a la forme, cette forme ouverte vers l'extérieur, est un bouton que tout le monde connaît. D'un côté pour avancer, de l'autre pour reculer. Il n'y a pas de raison de réinventer ce genre de choses alors que ils sont simples et efficaces. Par contre, ce que vous pouvez effectivement réinventer, ce sont peut-être certaines icônes qui, dans certains modules, sont pas très pas mal conçues. On se demande finalement vers quoi ça nous renvoie. Tout ça doit disparaître. L'interface d'un module e-learning doit être totalement intuitive. Et donc, il faut vraiment faciliter ces éléments. Peut-être commencer d'ailleurs par un écran d'aide à la navigation au démarrage du module, si un certain nombre de boutons permettent d'aller vers des endroits qui ne sont pas forcément naturels. Si vous utilisez uniquement les conventions euh, universel, eh bien cet écran de navigation n'a même pas l'objet d'être, hein, puisque il va plutôt être un frein à, pour faire entrer la personne dans la dynamique du module. Et donc, si c'est classique, il ne faut pas le mettre. Ce que vous pouvez faire également dans l'ergonomie, je reviens juste sur cet élément-là, c'est prévoir une phase d'UX. Elles sont très rarement prévues dans les modules e-learning, alors qu'elles sont véritablement fondamentales. Si vous concevez un module avec vous-même ou avec un fournisseur, prévoyez une phase 2, prévoyez un temps à 3 mois, à 6 mois, pour recueillir toutes les problématiques liées à l'ergonomie, à la compréhension, au visuel. Et tous ces éléments-là, vous pourrez en faire une V2 et travailler sur l'UX de votre module pour qu'il devienne de plus en plus efficace. C'est très important de permettre cette évolution qui est rarement prise en compte dans la conception de modules, qui est souvent un one-shot et finalement une prestation. Alors, on va reprendre en fait 5 conseils pour réduire cette fameuse charge cognitive. Eh bien, le premier élément, c'est présenter l'information de manière claire et concise, en évitant les éléments superflus. En 2, proposer une mise en page simple et intuitive, des instructions claires et des supports visuels. Alors, quand on dit des supports visuels efficaces, c'est que le visuel, encore une fois, sert le discours. Il n'est pas là que pour égayer une page. Il doit avoir une raison d'être et il doit transmettre un message. C'est également fournir des activités, des exercices qui favorisent la réflexion, la pratique et l'intégration des concepts. Les activités proposées sont là effectivement pour mettre en œuvre la connaissance qu'on vient d'acquérir dans les écrans précédents, les pousser un petit peu plus loin, pourquoi pas en les contextualisant avec des environnements spécifiques, et puis
ça va permettre également de voir si l'apprenant est capable d'utiliser cette nouvelle notion dans un environnement réel, par exemple dans une simulation. Utiliser des techniques telles que l'apprentissage guidé, ça peut fournir un soutien structuré et progressif à l'apprenant, de la même manière réduire sa charge cognitive et également lui permettre d'acquérir plus facilement ces nouvelles compétences et ces nouvelles connaissances. Enfin, diviser le contenu complexe en segments, on l'a vu tout à l'heure, le chunking, plus petits et les organiser de manière logique pour faciliter le traitement et la compréhension de l'information. Il y a toujours une bonne logique et il y a toujours, plus qu'une bonne logique, il y a toujours une pondération à trouver. La pondération, c'est un peu comme il fut un temps où on concevait les pages publicitaires des magazines en utilisant le nombre d'or. Ça a été très, très en vogue pendant de nombreuses années. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, l'endroit où le visuel le plus important doit se trouver dans l'écran, eh bien, il ne doit pas se mettre au hasard, il est vraiment choisi selon la manière dont l'œil analyse l'écran qui lui est proposé. L'œil va toujours à peu près aux mêmes endroits. Plus il y a des inputs importants, plus l'œil est captivé à cet endroit-là. Et ensuite, on va lui faire suivre un chemin. Ce chemin, c'est le concepteur pédagogique qui doit l'avoir maîtrisé. On ne laisse pas l'apprenant faire le chemin qu'il souhaite dans l'écran. Naturellement, idée principale, idée 2, idée 3, je viens donner des petits éléments complémentaires et je passe. Tout ça, ça a été pondéré, les éléments les plus importants à retenir, naturellement, présentant le plus gros volume d'informations, devant également prendre la plus grande place dans l'écran, de manière effectivement à ne retenir, si on ne doit retenir qu'une chose, c'est la notion clé, et c'est celle-là qu'on va mémoriser. Alors, on va pouvoir présenter les choses de cette manière-là. Donc, on a vu présenter les informations de manière claire et concise et surtout les afficher successivement. C'est-à-dire que je ne lance pas toute l'information d'un seul coup. On voit ici, par exemple, le PowerPoint du client qui servait avant à la formation et puis le module qui a été créé. Ce module qui a été créé, toutes les informations vont s'afficher petit à petit. La première information la plus importante, c'est poser le problème. Et donc, c'est ces bulles bleues qui apparaissent en premier. Pourquoi? Parce que on parle là de proximité électrique, de risque d'électrocution, et on pose le problème par rapport à ce que l'apprenant va être le plus sujet, c'est-à-dire à ses propres émotions et à ses propres peurs. Donc, en posant déjà la problématique dès le départ, on capte son attention. Puis, on vient donner, ce sont les briques bleu foncé. Les briques bleu foncé apparaissent dans un deuxième temps et proposent effectivement une logique, cette logique de processus en fait d'électrisation, en l'occurrence. Et à la fin, on vient donner le petit message complémentaire sur un petit avertissement qui vient s'afficher, mais uniquement à la fin, et dont l'objectif est de renforcer en fait la notion clé de l'écran. Puis on passe à l'écran suivant. Dans la mise en page, on peut également utiliser des icônes qui vont permettre en fait de chapitrer la connaissance. Et donc là, en l'occurrence, avant de passer à l'écran suivant, eh bien, j'introduis effectivement les trois chapitres qu'on va trouver à la suite. Les trois chapitres ont un ordre, ils ont toutes les trois une sorte de petite boîte à cocher qui est cochée à partir du moment où on les a suivies toutes les trois. Et donc, je permets simplement une architecture assez guidée à l'apprenant qui va lui permettre de s'assurer qu'il a bien tout vu et bien retenu chacune des notions les plus importantes sur les trois domaines d'études. Les activités proposées à l'apprenant également doivent correspondre à tous ces critères que nous avons définis en termes de beauté du texte et de beauté esthétique.
on va rechercher naturellement un esthétisme. L'esthétisme a des notions universelles, mais il y a également des adaptations qui sont liées à des groupes sociaux, et on va naturellement être très vigilant à qui sont les apprenants, comment vivent-ils, quelles sont leurs appétences sur un certain nombre de sujets, quelles sont leurs relations au beau et à l'esthétisme selon leur métier, et dans quelle mesure euh, certains éléments visuels vont leur plaire ou pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur des personnels infirmiers, nous avions réalisé une étude en préparation d'un serious game. Et en fait, avant de se lancer dans l'esthétisme du serious game, on a créé en fait des journées tests où on les a fait jouer à beaucoup de types de gameplay différents, avec beaucoup de jeux différents. L'objectif étant en fait de recueillir leurs impressions, leur avis sur l'ensemble des jeux qu'ils avaient utilisés. Elles étaient, il et elles étaient assez unanimes pour dire que la 3D ultra réaliste ne leur plaisait pas. Et donc, le service game qui a été développé à la suite, eh bien, s'est appuyé sur des visuels en 3D, mais non réalistes. C'est-à-dire que les personnages sont un peu type BD. Et c'est ce qui plaisait le plus à cette population de professionnels. Et donc, il était hors de question de leur imposer quelque chose d'autre, puisque c'est ce qui leur plaît, c'est ce qui est beau pour eux et elles, eh bien, c'est ce qu'il faut effectivement leur donner dans le cadre de l'activité et du module qui a été fabriqué. Alors, de manière générale, on peut laisser plus de marge dans la manière de guider l'apprenant sur des outils comme le serious game, comme la simulation. Mais dans un module de formation e-learning, qui généralement va durer entre 20 et 40 minutes, il faut préférer véritablement un apprentissage guidé, car nous sommes là dans un exercice de synthèse. Il faut transmettre la connaissance, il faut vérifier que la personne soit capable de la mettre en œuvre dans son environnement de travail, tout cela en 20 minutes, et en étant sûr d'être passé sur 3 ou 4 notions qui sont les idées clés. Eh bien ça, effectivement, rien de tel qu'un apprentissage guidé, plutôt que de laisser un apprentissage libre qui sera réalisé un peu selon le goût de chaque apprenant, il est clair, mais qui ne présentera pas en fait la logique pédagogique qui a été conçue par l'ingénieur pédagogique et qui risque en fait de perturber finalement la capacité de l'apprenant à bien retenir l'ensemble des notions. Donc sur un module court, alors j'aime les choses libres, mais là en l'occurrence, il vaut mieux être extrêmement directif et guider véritablement la manière dont l'apprenant va percevoir l'information. Alors, une autre notion importante, c'est toujours traduire des schémas ou des notions telles que, par exemple, visualiser une équation, toujours le traduire avec des éléments visuels qui vont permettre de faciliter la compréhension de l'apprenant. Si en statistique, je vous écris la loi de Poisson, eh bien, je peux vous assurer que le sujet, si on n'est pas très expert en mathématiques, le sujet peut paraître vraiment ardu et la représentation des équations de ce type-là met un véritable frein entre la volonté pédagogique d'apprendre et ce visuel d'une équation qui ne me veut pas du bien. Et donc, le faciliter la compréhension par la représentation visuelle de chacun des composants de l'équation, ça facilite énormément la compréhension. Il faut toujours donner à l'apprenant la possibilité d'avoir une sorte d'hélicoptère view, une mise en recul
par rapport à la donnée qui est présentée à l'écran et de lui permettre effectivement une compréhension globale pour revenir ensuite sur la compréhension unitaire de comment je résous l'équation. Alors, on parle souvent du facteur waouh dans l'engagement. Euh, Ça passe par plusieurs éléments. D'abord, obtenir l'engagement, c'est quelque chose de très complexe et on l'imagine bien, euh, très sujet au type de notions que l'on va apprendre. Certaines notions, effectivement, nous sommes très motivés pour les acquérir, d'autres beaucoup moins. Et donc, trouver de l'engagement sur un sujet sur lequel qui nous passionne pas, eh bien effectivement, le défi est colossal. Pourtant, dans l'effet waouh dans l'apprentissage, on arrive à combiner un ensemble de stimuli esthétiques avec un contenu de qualité et ça permet de créer en fait une expérience d'apprentissage qui va être, elle, inoubliable. Cette expérience d'apprentissage qui est inoubliable va permettre effectivement de mieux faire passer les notions, les notions clés, puisqu'en fait, elle va favoriser une sorte de décontraction chez l'apprenant qui va permettre qu'il ne soit pas en résistance face à son apprentissage. La résistance face à l'apprentissage, c'est quelque chose de naturel chez l'être humain. On est toujours réticent face à quelque chose de nouveau qu'on ne maîtrise pas. Mais quand tout se passe bien et que on permet un esthétisme, qu'on permet un rythme qui est un rythme qui correspond en fait au rythme de l'apprenant, eh bien, c'est beaucoup plus facile de faire passer ces notions complexes. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va essayer d'attirer l'attention grâce à un design plutôt esthétique, grâce à des mots percutants, des visuels attrayants. On va essayer de faciliter la compréhension également grâce à des illustrations qui vont permettre de faciliter la compréhension de notions complexes. Une illustration, ça permet de 1000 mots quand il s'agit de vulgariser la complexité. En organisant l'information de manière claire, progressive, pondérée, tel qu'on l'a vu, stimuler également la motivation. Euh, Plus l'apprenant prendra du plaisir à regarder le support et à le lire et à l'écouter, plus effectivement il sera enthousiaste, et plus il est enthousiaste, plus vous trouverez de l'engagement. Ça améliorera également la rétention de l'information. Encore une fois, rétention qui est complexe, puisque nous ne sommes pas tous égaux face à la rétention de l'information. Certains sont en mesure de mémoriser des très grandes données, enfin des très grands volumes de données. Je pense par exemple à des personnes qui font des études de médecine, par exemple, dont on entraîne le cerveau pour avoir une capacité de rétention d'informations énorme, puisqu'ils ont des almanachs complets d'anatomie et de médicaments à apprendre et à retenir, de mots qui sont souvent des mots techniques avec des racines assez complexes et qui, du coup, sont des mots qu'on va retenir un peu moins facilement. On pense au nom des maladies, par exemple. Ça peut être assez compliqué. Bon, de manière générale, ces apprenants-là ont une rétention très facile de l'information. Par contre, prenons un opérateur qui travaille sur des lignes à haute tension toute l'année, qui fait de l'intervention d'urgence, qui fait de l'intervention aérienne, dont le métier, c'est à la fois d'intervenir sur quelque chose de pratique et tout en étant très vigilant sur les notions de sécurité. Cette personne-là, si elle réalise une formation dans l'année, eh bien effectivement, il faudra que cette formation soit la plus claire, lisible, mémorisable et donc finalement la plus belle possible pour que effectivement on arrive à capter son attention. Il ne retiendra dans tous les cas, ce type d'apprenant, que 3 notions, grand maximum, retenez bien ce chiffre, 3 notions. Si votre module propose plus que 3 grandes notions,
je pense que en faire deux serait une meilleure idée. En faire deux ou trois serait une meilleure idée, parce qu'il ne fonctionnera pas. Et enfin, créer une expérience plus immersive. Alors, une expérience plus immersive, ça passe par euh, permettre à l'apprenant d'être lui-même embrigadé dans un environnement visuel qu'il connaît, dans des relations avec d'autres personnages, des apprenants, par exemple des avatars ou ce type de personnages qui vont pouvoir permettre une discussion dans le cadre du module. L'immersion, ça passe aussi par euh, des éléments d'environnement qu'on va venir contextualiser pour l'apprenant. Tous ces éléments-là vont permettre cet immergo, hein, c'est-à-dire sous la mer, hein, être au sein de la mer, hein, son sens littéral, et donc créer une expérience où l'apprenant va se sentir chez lui, il est totalement au sein de son univers d'apprentissage, et ça, c'est très performant. On va voir quelques cas pratiques. Un premier cas pratique qui est en fait celui réalisé en fait pour la Banque de France. La Banque de France qui souhaitait produire un module pour former ses agents qui ont la mission de conserver les données personnelles des personnes fichées à la Banque de France. Ces personnes fichées à la Banque de France ont effectivement des droits qui sont liés à la sauvegarde en fait de leur identité et de leurs données. Et ces données sont souvent tracées par des organismes financiers qui aimeraient bien les récupérer pour en faire un usage au niveau du traitement de leurs demandes de prêt, par exemple. Eh bien, à ce niveau-là, on a transformé totalement cet univers qui était un peu on va dire, un peu austère, en un chevalier. C'est-à-dire que l'apprenant, qui est effectivement cet agent qui est en charge la vigilance de ces fichiers, eh bien, on l'a transformé en chevalier et c'est lui qui va garder le trésor, en fait, qui est le trésor. Là, ce sont les données personnelles de l'ensemble de ces personnes. Et on va lui faire vivre tout un ensemble d'aventures. Il y a une véritable narration dans le module et tout un ensemble visuel et graphique qui permettent en fait cette valorisation à la fois de l'apprenant, qui est un grand chevalier, et en même temps une représentation toujours visuelle et toujours contextualisée, de manière à simplifier effectivement la captation de notions qui ne sont pas forcément sur ces fichiers. Un second cas pratique où on va chercher un décalage par le concept. Ici, en fait, on doit comprendre les principes de la RGPD et nous avons en fait créé un univers de type Matrix pour le film, hein, le film pour ceux qui connaissent. Et donc, en fait, toute la digitalisation en fait de l'information et le conceptualiser dans ce module qui est très esthétique, avec beaucoup de messages clés, mais avec une simplification totale de l'information qui permet d'aller droit au but pour des personnes qui sont ordinairement plutôt des personnes qui vont mettre en rayon, gérer un drive, gérer la logistique d'un magasin. Et donc, ils ne sont pas forcément toujours sujets au quotidien de ces problématiques de RGPD. Et pourtant, ce module a permis effectivement de transmettre des grands messages qui sont très importants dans le cadre de leur vie quotidienne professionnelle. Un autre cas, ici, pour les supermarchés Match,
Alors, on doit parler avec les logisticiens travaillant dans ces supermarchés. On doit parler TMS. TMS, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Mais ce n'est pas toujours un sujet que les apprenants adorent. Et donc, il fallait créer un décalage. Les formations ordinaires n'avaient plus d'impact. Il fallait véritablement créer ce petit décalage qui permet de recapter l'attention des apprenants. Et donc là, en fait, par la narration et par le décalage en fait d'une enquête policière, euh, ce module en fait déploie toutes les grandes notions liées au TMS avec une segmentation du module par métier. Il est extrêmement guidé et en même temps, vous ne réalisez en fait que des activités. C'est-à-dire que à chaque écran, vous avez des activités liées à votre enquête que vous devez résoudre. Vous récoltez tout un ensemble d'indices et qui vous permettent à la fin de comprendre ces grands mécanismes, ces grands principes qui vont vous aider au quotidien et sur le long terme à ne pas développer un 2TMS. Autre type de module, euh, ici en fait on s'appuie sur un jeu vidéo, pardon, Ace Attorney, qui est un jeu vidéo en fait qui permet aux joueurs de prendre le rôle d'un avocat et de défendre en fait, de plaider, de défendre le cas pour une enquête. Pardon. Euh, le sujet est consacré chez RTE à la charte éthique de RTE et donc se prêtait très bien à un détournement en fait de ce jeu. Et vous allez devoir effectivement construire votre plaidoirie en allant chercher naturellement l'ensemble des arguments qui permettent de soutenir votre discours et votre assurance de travailler avec une véritable charte éthique. Et ce module, lui, va travailler sur une pédagogie qui va être plutôt inductive, où chacun va aller chercher l'information qui est stockée et qui est consultable auprès de professionnels, auprès de ses collègues, auprès d'autres membres juges, par exemple. Et en allant chercher ces informations, vous allez reconstruire votre plaidoirie et ensuite vous allez la jouer, puisqu'en fait toute l'activité se joue véritablement par une succession de jeux qui permettent en fait, encore une fois, par la qualité graphique, par un travail important sur les mots, et je sais qu'en plaidoirie, les mots sont fondamentaux. Et tout ce travail-là permet effectivement d'avancer et puis de comprendre toutes ces grandes notions de charte éthique qui pouvaient paraître au démarrage un peu loin de l'apprenant. Et l'apprenant, au fur et à mesure, se rend compte que non, cette charte éthique, c'est au quotidien. Autre exemple en cas pratique, un jeu de plateau que nous avons créé, toujours avec une volonté forte d'un esthétisme qui fonctionne sur le type d'apprenant. Hein. Donc là, en fait, nous sommes chez Manitou, fabricant d'engins logistiques et agricoles. Nous adressons à un public de cadres dans l'entreprise et l'idée était pour ce module de leur permettre en fait de jouer un jeu qui se joue avec un dé. On avance, il y a tout un parcours. Ce type de jeu, qui est une sorte de jeu de loi en fait, hein, est totalement universel. Donc, on utilise bien des codes universels pour le réaliser. Donc, le fait de jouer à ce type de jeu ne posera pas de problème à personne. Tout le monde a joué à ce type de jeu. Mais par contre, ça va permettre de chunker véritablement l'information. Puisque chaque plateforme sur laquelle nous arrivons, construction, pétrole, gaz, mine, industrie, échec, etc., on a chunké totalement
les messages en les adaptant pour ces notions de sécurité à chacun des environnements professionnels des clients. Et donc, ça permet en fait d'avancer régulièrement et de ne retenir que les notions principales dans un environnement visuel agréable. Alors, un dernier cas pratique pour un OPCO, l'OPCO des métiers de l'industrie. Et nous travaillons sur ce sujet pour l'OPCO 2I de la branche professionnelle papier-carton, hein, les industriels du papier et du carton, ceux qui impriment, ceux qui produisent des emballages. Et donc, pour capter en fait leur attention sur des modules qui sont des modules, on va dire, assez élémentaires, hein. Par exemple, celui qui est présenté là, communication et travail en équipe, bon, ce sont des modules qui peuvent fonctionner partout, hein, dans l'ensemble du monde de l'industrie et le monde tertiaire. Et donc, pour capter leur attention, on a voulu ancrer, immerger l'apprenant dans un environnement connu. Et nous avons choisi de travailler avec quelque chose de très esthétique, qui sont en fait les origamis. Pourquoi? Parce que l'origami, bah, c'est le papier, c'est le carton, ce sont les pliages. Et en fait, à partir de ces pliages, ça nous permet de développer tout un ensemble d'animations visuelles et d'utiliser la sémantique de cet environnement origami pour créer des accroches qui soient percutantes, pour créer des mots-clés qui soient également facilement mémorisables, et puis de l'animation qui permet d'expliquer très facilement la notion que nous sommes en train de découvrir dans l'écran. Et en fait, cette avancée progressive dans les modules est réalisée au travers, en fait, effectivement, de ce concept visuel et sémantique très fort. Voilà. Pour conclure, euh, on va retenir simplement effectivement les conseils élémentaires que nous avons vus ensemble, c'est-à-dire penser à la structure du module. L'harmonie, c'est l'élément principal de la beauté. Soigner la rédaction. Les mots peuvent être beaux, hein, donc il faut véritablement soigner la manière dont on écrit, le choix des mots, la manière dont on rédige les phrases, utiliser des formules rhétoriques. Elles sont à notre disposition, c'est assez facile de le faire et c'est vraiment très percutant. Raconter une histoire, donc la narration, c'est une clé également de la beauté, puisque quand on raconte les éléments, eh bien c'est tout de suite plus joli, c'est tout de suite plus beau. Jouer avec les animations sont fondamentales dans un média multimédia. Hein, donc, un module e-learning qui est un multimédia, il faut qu'il y ait de l'animation, il faut qu'il y ait des études de cas, il faut qu'il y ait du motion design, par exemple, qui va permettre d'expliquer quelque chose de complexe de manière simple et uniquement visuelle, très rapidement. Ça va permettre également de capter l'attention et de créer des interactions permanentes avec l'apprenant qui fait que il avance à son rythme progressivement, c'est lui qui clique et il n'a pas du tout cette sensation d'être regardant en permanence sur le module et cette notion de regardant va avec détachement. Hein. Donc, quand je regarde quelque chose comme ça, dans le cadre de la formation professionnelle, eh bien, je m'enfonce dans ma chaise, je croise les jambes et les bras et je suis plus du tout en phase avec ce que je subis en formation. Et enfin, pourquoi pas, ben, mettez un peu d'audace dans vos formations euh, par la créativité, par des notions également de qualité visuelle, de qualité rédactionnelle. Tout ça, ça participe à faire du beau et tout ça, ça participe à faire des formations engageantes et qui vont être véritablement suivies par les apprenants avec bonheur. Voilà, je vous propose un temps d'échange pour répondre éventuellement à vos questions. Euh, N'hésitez pas, je suis à votre écoute. Vous pouvez passer par le chat, hein, qui est le bouton avec trois petits points
en haut à droite de votre interface et puis rédiger vos questions. Voilà. Alors, en attendant les questions, donc je vous rappelle simplement euh, que Audace est une société de développement de modules de formation e-learning, de serious game et d'expériences immersives, réalité virtuelle, réalité augmentée, que notre axe principal, c'est véritablement, comme son nom l'indique et comme nous le revendiquons, l'audace, puisque pour que ça fonctionne en e-learning, eh bien, il faut absolument de la créativité. C'est très important. C'est ce qui va vraiment vous différencier d'une formation PowerPoint classique et très embêtante à suivre. Nous prenons effectivement de pouvoir faire des choses avec des idées, avec des mots forts, avec des visuels forts, et qui vont permettre de faire une captation et un temps de plaisir pour l'apprenant, puisque cette notion de beau, elle est intimement liée à cette notion de plaisir, pour que ça soit véritablement plus percutant. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de questions pour l'instant. Alors, toutefois, je peux toutefois effectivement pousser un point ou un autre, hein, comme vous le souhaitez. Chez Audace, c'est plus de 25 ans d'expérience dans la conception et le développement d'outils digitaux de formation, et avec des expériences dans le monde de l'industrie, le monde de la santé, plus récemment également dans le monde des transports, de la logistique, mais aussi des outils dédiés à la formation initiale, ce qui est un peu la nouveauté chez Audace. Nous avons travaillé pendant plus de 20 ans essentiellement dans la formation continue, et donc de professionnels. Et depuis quelques années, en fait, le monde de l'université, par exemple, s'est ouvert. Le monde des CFA s'ouvre également au digital. Et nous travaillons de plus en plus pour ces environnements qui sont assez proches de la formation continue. Toutefois, les pédagogies utilisées en initiale ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, avez-vous testé vos techniques dans le cadre de formation multilingue? Alors, oui, certains de nos outils sont traduits en 10, 15, je pense que nous sommes montés jusqu'à 23 langues sur le plan d'un lancement de modules pour des concessions. Donc oui, naturellement, cela fonctionne. Toutefois, il y a des adaptations rédactionnelles et des adaptations pédagogiques à réaliser selon les pays. Hein, il est clair que nous n'avons pas tous les mêmes codes esthétiques. Simplement un exemple, hein, dans certains pays, le blanc, c'est le mariage et dans d'autres, c'est le noir. Donc, vous voyez, en fait, on peut totalement, pour une même couleur, avoir des interprétations totalement différentes. Euh, pour les visuels également, pour les mots également, hein, puisque effectivement, même si la rhétorique, c'est quelque chose qui existe dans quasiment toutes les langues, eh bien, chaque langue a ses propres modèles de fonctionnement et il est clair qu'on n'écrira pas du tout de la même manière une accroche sur un module diffusé en France et un module diffusé en Irlande. Euh, la langue anglo-saxonne va proposer d'autres formes de rhétorique et d'autres modèles, mais quand il s'agit en fait de décliner aussi le ton, eh bien, il faut faire appel dans ce cas-là à des professionnels locaux. Nous avons aussi développé, par exemple, un serious game qui a été diffusé euh,
en Asie, et le cerveau game était basé en France sur des mécanismes pédagogiques et esthétiques qui étaient liés au théorème de l'erreur. Hein. Donc, je pouvais produire des erreurs et au fur et à mesure de mon avancée, je me corrigeais. Et ça, par exemple, eh bien, ça ne fonctionne pas très mal en Asie. Ils préfèrent largement plutôt se former avant d'être évalué, en fait. Hein. Donc, la pédagogie par l'erreur, par exemple, ça fonctionne pas bien en Asie. Voilà. Donc, effectivement, il y a des adaptations. Oui, non, terminé. Il a coupé. Je suis en connexion. Alors, question. Donc, dans ce cas, vous développez en même temps, suivant les différentes langues et contextes. Donc, oui, effectivement, nous allons travailler en parallèle sur l'outil qui va être diffusé dans différents environnements culturels. Il sera de toute façon toujours adapté, c'est obligatoire. Euh, Nous avons aussi des environnements où certains types de phrases, certains types de langage ne peuvent pas fonctionner, puisqu'en fait, euh, par moment, on va traiter les choses avec un certain engagement rédactionnel qui va être très mal vécu dans certains pays. Donc, on va plutôt, dans ces pays-là, travailler d'une autre manière. On va plutôt amener les éléments de manière plus soft au démarrage, et puis ensuite préciser les choses avec des messages clés que la personne va découvrir au fur et à mesure. Et donc, dans certaines cultures, on peut véritablement avoir des menus assez libres et dans d'autres cultures, des menus extrêmement guidés parce que ça n'est pas culturel d'avoir des choses extrêmement libres. L'ensemble de ces éléments, effectivement, devant faire appel ensuite à des experts locaux pour pouvoir effectivement accompagner et retransmettre les messages. Alors oui, il y a un replay. Là, vous êtes en fait abonné au webinar et donc automatiquement, donc, vous recevrez un petit email de remerciement et un lien qui vous permettra de pouvoir revoir effectivement l'intégralité du webinaire. Alors, je vois effectivement une question importante. Alors, est-il possible de recevoir une fourchette de prix pour un module de 20 minutes? Alors, naturellement, la beauté, la qualité rédactionnelle, la qualité visuelle, la qualité de la pédagogie, la profondeur scénaristique, tout ça, ce sont des éléments qui vont construire le prix et qui vont le moduler naturellement. Donc, c'est assez compliqué de répondre exactement à cette question, puisque un module de 20 minutes, ça peut être un storyline issu d'un PowerPoint à peine retransformé. Et ça, c'est un module qui ne fonctionnera pas ou mal sur les apprenants, c'est clair, mais effectivement qui ne sera pas cher. Par contre, un module assez élaboré, avec véritablement de l'interactivité du début jusqu'à la fin, un concept visuel, une qualité rédactionnelle et technique, eh bien ça, effectivement, ce module-là va coûter un petit peu plus cher. Alors, c'est compliqué de mettre des prix sur ce genre de choses. Vous pouvez prendre comme exemple la taxonomie E2C qui avait été créée par IDOCO à une période, et ça fonctionne encore assez bien. C'est-à-dire que ça vous permet de mettre dans une colonne le type de scénarisation, dans l'autre colonne le type de médiatisation, et de dire par exemple, eh bien,
pour une médiatisation assez élaborée avec avec un peu de storytelling, mais on va être sur du S3 et pour la scénarisation. Et puis, par exemple, pour la médiatisation, si on veut intégrer de l'illustration, des visuels assez élaborés et de l'interactivité assez élaborée, on va être par exemple sur du M3. Et donc, un module S3, M3, oui, celui-là, je sais vous dire, vous donner une notion de prix, puisqu'en fait, voilà, ça permet de donner quand même une base de réflexion sur le module. Donc, globalement, ce type de module-là, on va être sur des budgets d'environ entre 300 et 500 euros la minute, selon le niveau de médiatisation, le style qui est retenu, et le type d'ingénierie pédagogique que nous proposons. Est-ce que nous concevons l'intégralité du module? Est-ce que nous travaillons uniquement sur la vulgarisation de l'information qui nous est donnée par le client? Il y a beaucoup de notions qui sont prises en compte pour élaborer un devis. Voilà, dites-vous que si vous concevez un module e-learning aujourd'hui de 20 minutes S3 M3, effectivement, vous tournerez autour d'un budget d'environ 15 000 euros. Ça paraît être un minimum. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question sur le prix. Le prix, c'est très compliqué, hein, forcément, puisque il y a, je dirais, une trentaine de paramètres qui construisent le prix. Donc, sans maîtriser ces paramètres et identifier l'ensemble des paramètres, c'est compliqué de poser un diagnostic et un prix. Voilà, vous avez mes coordonnées écrites ici sur la diapositive, hein, donc Jérôme Poulain. Donc, je suis directeur associé de la société Audace. J'ai 25 ans d'expérience dans la conception et le développement de ces outils et de ces dispositifs de formation digitaux. Vous pouvez me joindre simplement sur le numéro de téléphone qui est indiqué ici ou sur mon adresse mail. Vous pouvez également, vous me trouverez assez facilement sur LinkedIn si vous souhaitez également correspondre par ce type de canal. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie tous pour votre participation. Et puis, je suis là en bac pour répondre maintenant à des questions peut-être plus particulières ou des questions sur des projets que vous gérez et qui mériteraient effectivement d'être de beaux projets. Voilà, merci beaucoup et à bientôt à tous pour un prochain webinaire.